Bonsoir, si vous voulez exprimer un ou plusieurs vœux ce soir, regardez le ciel, il pleuvra des étoiles, des centaines d'étoiles filantes. Nous vous dirons tout à la fin de notre journal. Les ex-otages français ont retrouvé la France. Les 4 hommes détenus pendant 16 jours en Turquie par les Kurdes sont arrivés cet après-midi à Paris. Les pompiers ont réussi à éteindre les incendies en Ardèche, dans le Gard et dans l'Hérault, mais ils restent vigilants. Enfin, le franc est entré dans une zone de turbulence. Il a baissé hier, mais s'est repris ce soir. Irma a ému le monde entier. La fillette blessée à Sarajevo a été opérée à Londres, mais son état reste encore critique. Florence Mavic. Chère Irma, j'espère que bientôt tu iras mieux et que tu vivras à nouveau en paix. Une phrase de réconfort tirée d'une longue lettre. Il y en a des centaines qui arrivent depuis hier matin à l'hôpital des enfants. L'opinion publique, bouleversée par le drame, vient d'apprendre que la vie d'Irma ne tient qu'à un fil, à un souffle à peine perceptible. Irma est dans le coma. Selon un porte-parole de l'hôpital, son état est critique. Le père d'Irma a pourtant trouvé le courage de venir devant les médias qui se sont emparés de la tragédie. Juste quelques mots pour appeler la communauté internationale à sauver Sarajevo, à empêcher que les enfants de cette ville ne soient entre la vie et la mort, comme sa petite fille de 5 ans. Il aura fallu ces images, souffrance muette d'une enfant, tendresse d'un père. Il aura fallu aussi la pression des opinions publiques pour que les gouvernements se rappellent subitement que la guerre en Bosnie n'est pas seulement l'affaire des militaires et des diplomates. Tout d'un coup, les chancelleries d'Europe annoncent qu'elles sont prêtes à accueillir ces autres blessés qui se meurent à l'hôpital de Sarajevo depuis des semaines. Même les Serbes se disent d'accord pour coopérer. Ceux-là seront peut-être sauvés. Mais combien sont déjà morts, victimes de l'impuissance des Nations Unies, de l'échec de la politique des Occidentaux en Bosnie et de la barbarie des combattants? Le sauvetage trop tardif d'Irma, sous les feux des projecteurs, suffira-t-il à réveiller la bonne conscience des uns et des autres? L'évacuation de la petite Irma a mis en lumière le drame des enfants de Sarajevo. 3 enfants meurent chaque jour à cause de la guerre et ils sont nombreux à ne plus avoir leurs parents. Françoise Joly nous montre ce document de l'UNICEF. Je suis sortie pour aller au square. J'étais là-bas avec ma sœur. Je jouais et puis j'ai vu quelque chose de rouge. Et j'ai pensé que je n'avais plus de jambes. Une grenade est tombée. J'ai vu quelque chose de noir. Et puis seulement du sang. Sur mes jambes, sur mon ventre et mon visage. Il n'y avait pas d'eau depuis 3 mois, comme maintenant. Je suis sorti pour essayer d'en trouver avec ma famille. C'était le 15 janvier. Et puis, quelque chose a explosé. Il y a eu de la fumée, des hurlements et beaucoup de sang. J'ai vu mes 2 parents morts. Je les ai appelés, ils n'ont pas répondu. Depuis, ma sœur et moi, on ne dort plus. Maintenant, nous allons voir leurs tombes, souvent, même la nuit. Elles sont juste en face de la maison. La souffrance des enfants incitera-t-elle les grands à cesser de s'entretuer? La réponse, vous la connaissez, la guerre continue, malgré les menaces de l'OTAN ou la présence de l'ONU. Alors, à défaut de pouvoir l'arrêter, les casques bleus tentent d'ouvrir des couloirs humanitaires. Ils ont permis pour la première fois à notre équipe de les suivre. Reportage d'Aubry Edler, Christian Leroux et Christophe Paris. C'est sur cette route aux aires de campagne paisibles, reliant Sarajevo à Mostar au sud, que la Force-Pronu a négocié la libre circulation des convois humanitaires, commerciaux et des civils, mais dans un avenir ultérieur et indéfinissable. Lancée il y a 3 jours, l'opération Secours ne fait encore que balbutier. La route est contrôlée, donc interdite par les Serbes, qui, peut-être aiguillonnés par les menaces américaines, coopèrent néanmoins avec les casques bleus. Après avoir parcouru moins de 20 km, on est bloqué par un cratère important, dont Serbes et Bosniaques se renvoient la responsabilité. 40 légionnaires travaillent pour permettre le passage. Des explosifs utilisés ont ravagé la route, endommageant la voie ferrée parallèle. Après 3 jours d'efforts, les casques bleus devraient pouvoir passer et s'attaquer à 2 autres cratères semblables, à seulement quelques centaines de mètres.
Dans cette région d'Igman, chacun est vigilant. Une équipe de démineurs ratisse même quotidiennement un secteur abandonné aux armées ennemies la nuit venue. Tourner en rond, non. On sait que les gens, pour l'instant, ne sont pas encore très favorables à l'ouverture. Donc, et puis ils se méfient les uns des autres. Il est donc normal qu'ils reviennent se protéger pendant la nuit. Alors, pour notre sécurité, on recommence ce matin et on continue. Lorsqu'on aura réussi à passer ici en assurant la sécurité des populations, ils nous laisseront continuer sans problème. À Hadjici, la ville serbe voisine, peu de commentaires sur l'opération en cours. La population, près de 12 000 habitants, a été régulièrement pilonnée par les Bosniaques l'hiver dernier. Depuis des mois, il n'y a ni eau ni électricité. Alors bien sûr, même avec méfiance, l'arrivée, c'est une première des casques bleus à engendrer l'espoir. Quand j'ai vu arriver les casques bleus, j'ai pensé que la paix allait revenir et que nos enfants allaient être enfin libres de jouer dehors, tranquillement. À mon avis, la route pour Mostar doit être réouverte. Moi, je veux revoir ma famille de l'autre côté. Et puis, il faut que l'on puisse échanger nos prisonniers. À Hadjici, les habitants hésitent encore à parler, craignant sans doute des représailles contre un parent prisonnier de l'autre camp. Mais même si l'espoir est bien fragile, beaucoup ne rêvent plus aujourd'hui de victoire, mais de chance à donner à la paix. Le franc secouait de nouveau. Les spéculateurs n'ont pas lâché prise. Attirés par le marque, ils ont fait souffrir notre monnaie qui a baissé hier mais qui s'est reprise ce soir. Pascal Golomer. Édouard Balladur a de quoi être inquiet. Lui qui a fait de la stabilité monétaire son credo, voit le franc faire le yo-yo. Et l'écart avec le marque continue de se creuser. Après un léger sursaut en fin de semaine dernière, le franc est ensuite reparti à la baisse jusqu'à 3,52 francs hier, même s'il s'est raffermi à nouveau ce soir. Bien sûr, on est encore très loin des nouvelles limites que se sont fixées les membres du SME le 1er août. Mais il faut bien le constater, rien n'a vraiment changé sur le fond. D'abord, les marchés guettent toujours en vain des signes de relance économique, une baisse des taux d'intérêt par exemple. Mais la Banque de France reste fidèle à sa politique des petits pas. Une baisse progressive plutôt qu'une décision brutale, c'est ce qu'elle a d'ailleurs fait ce matin en réduisant d'1 demi-point l'un de ses taux directeurs. Dans le même temps, la Bundesbank à Francfort maintient ses taux élevés. Les spéculateurs, dans leur grande majorité, ont donc tout intérêt à se réfugier dans le marque. La petite phrase d'Helmut Kohl lundi soir n'a rien arrangé en alimentant les doutes sur la réelle volonté des Européens d'aller vers la monnaie unique. Une incertitude qui affaiblit toujours les monnaies faibles, dont le franc. Voilà qui risque de gêner la Banque de France. Elle doit reconstituer ses réserves en devises, mais elle a bien du mal à trouver preneur pour les milliards de francs qu'elle a dû accumuler il y a 10 jours pendant la crise. Le Premier ministre nous dira ce qu'il en pense demain à 20 h sur France 2 en direct de Chamonix. Édouard Balladur fera le point sur l'état de l'Union économique européenne et sur la relation avec l'Allemagne. Édouard Balladur rencontrera le 26 août prochain Helmut Kohl à Bonn. Rencontre aujourd'hui nécessaire. L'Allemagne est en effet soupçonnée par ses partenaires européens de ne plus penser qu'à ses problèmes intérieurs. Isabelle Bechler est à Berlin. En pleine trêve politique, même le ministre des Finances, Theo Weigel, faisait mine d'être à 100 lieues des soucis monétaires sur son VTT. Mais ce n'était que pour mieux surprendre et réapparaître en Conseil des ministres extraordinaire ce matin. Il a dû prendre tout un train d'économies plutôt impopulaires, baisse des prestations sociales et hausse de la taxe sur l'essence. Les véritables soucis des Allemands sont là, dans le quotidien et pas dans les monnaies. D'ailleurs, le même Theo Weigel pavoise et se félicite encore des aménagements de Bruxelles. La nouvelle donne monétaire, bien aggravée depuis la semaine dernière, crée bien sûr des irritations en France au fur et à mesure que le franc français s'éloigne de son cours pivot et donc du Deutschmark. Mais en Allemagne, nos confrères comprennent mal la nervosité française. Les relations entre les deux pays sont tellement étroites économiquement que c'est impensable que ça éclate vraiment. Mais on reprend ses libertés. Et évidemment, chaque pays, pas uniquement la France et l'Allemagne, et les autres partenaires européens aussi, peuvent maintenant développer une politique économique plus libre et plus nationale dans un sens. Et ça crée des problèmes pour l'Europe, pour l'Union européenne, évidemment. Après le pas en arrière de Bruxelles, que seul ici regrette l'ancien chancelier Helmut Schmidt, on ne semble pas très pressé en Allemagne de faire 2 pas en avant comme le souhaite Alain Juppé. Mais qu'à cela ne tienne, notre ministre des Affaires étrangères est attendu ici dans 15 jours et M. Balladur aussi pour redonner de la substance à une union qui bat de l'aile. Et dans un entretien accordé à VSD avant ces nouvelles secousses, Édouard Balladur affirme qu'il n'y a aucune raison pour que la monnaie française soit durablement dépréciée.
Leur détention forcée en Turquie ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Les 4 touristes français détenus par les Kurdes pendant 16 jours sont arrivés cet après-midi à Paris. Heureux, Valérie Gaget. Ankara, Villa Koublet. Un vol spécial affrété par le gouvernement français, le vol du soulagement pour 4 touristes devenus bien malgré eux stars des médias. Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, et Alain Lamassoure, ministre délégué aux Affaires européennes, furent les premiers à saluer les ex-otages des séparatistes kurdes de Turquie. Ils sont porteurs d'une lettre du président François Mitterrand qui se réjouit de l'heureuse issue de cette épreuve. Ce n'est qu'après que les 4 hommes ont pu descendre et embrasser leurs parents. Souriants, l'air détendu, ils répondent inlassablement aux questions des journalistes. Pour aller dans cette région de l'Est, il faut peut-être manifester un peu de prudence, mais la Turquie reste un pays à visiter, nous y reviendrons. Nous n'en voulons pas personnellement, mais enfin, considérons quand même que, disons, utiliser de tels moyens, quelle que soit la justesse d'une cause, est inadmissible. Personnellement, je trouve que c'est inadmissible. On ne fait pas de prise d'otage, on ne fait pas sauter de bombes pour faire valoir ses idées. L'ambassadeur de France en Turquie était également dans l'avion. Selon lui, aucune concession n'a été faite aux ravisseurs. Il n'y a pas eu de contact, il n'y a pas eu de pourparlers. Les gouvernements avaient décidé de ne pas négocier, ils l'ont dit, et ils ont tenu ce qu'ils avaient dit, et le PKK a fini par libérer les otages sans condition. Après la traditionnelle photo de groupe, les ex-otages devenus amis se sont séparés. 2 d'entre eux ont rejoint la Meurthe-et-Moselle, les 2 autres le Maine-et-Loire. Ils ont discrètement quitté la base aérienne, si discrètement qu'ils n'ont pas croisé ce groupe de Kurdes réfugiés en France, venus leur souhaiter un bon retour. La mémoire profanée aux Pays-Bas, des croix gammées, des slogans nazis et racistes ont été découverts dans un cimetière où reposent des soldats alliés tombés sur le champ de bataille lors de la Seconde Guerre mondiale. David André. Au moins 200 tombes souillées dans le cimetière de Nimègue, à la frontière entre les Pays-Bas et l'Allemagne. La douleur et la colère contenue de ses habitants face à la profanation absurde de ce lieu de mémoire. Ici sont enterrés plus d'1 millier de soldats, français, anglais, belges, canadiens, morts dans l'une des plus grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale, la bataille de Arnhem. Ceux qui ont contribué à libérer cette ville du nazisme ne comprennent pas. C'est tellement horrible. Qui sont-ils ces gens? Ces gens qui osent faire ça? Je ne comprends pas. On peut être humain, mais d'un autre côté, si on les pendait, je ne verserais pas une larme pour ça. Vraiment pas. Étrangers dehors, le pouvoir au blanc, ces slogans sont connus. Nostalgiques du nazisme ou vulgaires voyous, leurs auteurs n'ont bien sûr pas eu le courage de signer. La police néerlandaise a immédiatement ouvert une enquête à la suite de cette profanation, la plus importante aux Pays-Bas depuis de très nombreuses années. Les forêts du Gard, de l'Ardèche et de l'Hérault ont cessé de brûler, les pompiers ont été efficaces, l'alerte rouge leur a permis d'intervenir rapidement. Ils savent malheureusement que les pyromanes récidiveront. Philippe Boisserie. Le soleil à peine levé, cet Hercule C-130 a commencé à larguer son chargement d'eau et de produits retardants. Comme pour tout feu, il faut faire vite. Ici, la nuit avait déjà entravé la diligence des pompiers. Le terrain, hostile, empêchait qui plus est une intervention terrestre efficace. Alors, pas moins de 6 avions ont entamé une ronde incessante. Des tonnes d'eau bombardées sur des pins maritimes qui brûlent comme des allumettes. Au sol, 500 hommes et 80 engins complétaient le dispositif. À midi, moins de 24 heures après le départ du feu, l'incendie était maîtrisé. Il ne restait plus qu'à faire les comptes. 300 hectares sont partis en fumée. Quant à l'origine, les pompiers ont perdu toute illusion. On ne peut pas l'affirmer, mais on peut supposer qu'elles sont d'origine criminelle. Il y a déjà eu des précédents dans la région? Dans la région, ça fait pratiquement 5 ans que dans le même secteur, nous avons différents départs. Et bon, là, ça fait quelques jours aussi que nous avons des départs dans ce secteur-là. Ce constat ne doit pas masquer une certaine satisfaction. Durant ces 4 derniers jours d'alerte rouge, 23 départs de feu ont été signalés dans la région, 21 ont été neutralisés en moins de 10 minutes. Une situation qui permet d'envisager un bilan aussi satisfaisant en 93 qu'en 92. L'an dernier, seulement 18 000 hectares avaient brûlé, 18 000 de trop. Nous l'apprenons ce soir, le Conseil constitutionnel annule 2 dispositions de la réforme du Code de procédure pénale. Il souhaite
que les personnes suspectes de terrorisme ou de trafic de drogue puissent tout de même bénéficier d'un avocat lors de leur garde à vue. Le Conseil constitutionnel déclare tout de même conforme à la Constitution le reste de cette loi votée le 13 juillet par le Parlement. À partir du mois d'octobre, si vous voulez aller en Corse par bateau, il vous faudra partir de Toulon et non plus de Marseille. La capitale du Var a été choisie par la SNCM pour des raisons sociales. Un conflit oppose la direction à la CGT. Le reportage de Patrice Velay et Dominique Poupardin. Plus de ferries dans le port de Marseille, c'est pour cet automne. 52 escales en 3 mois vont rejoindre les quais toulonnais. Exclusivement des liaisons avec la Corse. À l'origine, un conflit social. Les dockers veulent maintenir 2 embauches par départ de bateau. La SNCM refuse, invoque la nouvelle loi portuaire et son plan social. Pas question pour la société d'être l'otage des dockers CGT. Aujourd'hui, outre ce financement du plan social, qui est justifié dans la mesure où effectivement il n'y a plus de dockers sur les gares ferries, on nous demande d'accepter la présence supplémentaire de 2 dockers, et nous disons non parce que nous n'avons pas de travaux à donner à ces dockers. Provocation, dénonce la CGT en réunion ce matin. Le syndicat parle d'un accord datant d'1 mois et demi environ, selon lui, remis en cause aujourd'hui. Une chose est sûre, les dockers acceptent mal la révision de la loi de 47 et du statut privilégié qui en découlait. Une chose est sûre, dès octobre prochain, l'essentiel des passagers pour la Corse prendra la direction de Toulon. Là-bas, depuis 89, le port se prépare, nouvelle gare maritime et fort sur l'accueil des passagers. Là-bas, prendre des parts de marché au port de Marseille n'est pas pour déplaire. Le port de Toulon a des atouts. À la fois dans son cadre, puisqu'il est dans la ville, comme vous le dites, à la fois dans ses aptitudes nautiques d'accueil des navires, qualité de l'accès au quai, à la fois dans sa position géographique par rapport à la route maritime, donc un certain nombre d'atouts qui, pour la Chambre de commerce, méritent d'être reconnus. Avec ce conflit, Toulon se place. Entre Nice et Marseille, la continuité territoriale peut aussi partir du Var. Avec ce conflit, Marseille a tout à perdre. Si les ferries ne reviennent pas en janvier prochain, de malade, le port sera mort. La France prend quelques rides, le nombre des plus de 60 ans augmente, mais la France ne vieillit pas pour autant. Ils sont encore jeunes à 60 ans et leur comportement l'illustre. Tourisme, loisirs, achats, culture, le papy-boom devient une réalité. Nicolas Vinclair et Jean-Louis Normandin le démontrent. Les papys et les mamies ont pris le pouvoir. Le vieux continent n'a jamais si bien porté son nom. Désormais y règne un nouveau type de consommateur. Aujourd'hui, ils bousculent les idées reçues. 20% d'entre eux sont par exemple des fanatiques de rock'n'roll. Un retraité sur 5 va régulièrement danser. Ceux que l'on appelle aujourd'hui les seniors sont des consommateurs particulièrement dynamiques. Pour l'anecdote, ce sont les plus grands buveurs de café. Pour l'information, ce sont les meilleurs clients des vendeurs de denrées alimentaires, de frigidaires et de gadgets électroménagers, de voitures ou de produits cosmétiques. Bref, les plus de 50 ans ne se refusent ni le nécessaire ni le superflu. Les publicitaires commencent tout juste à s'intéresser à ces grands boulimiques de télévision. Jusqu'ici, il semblait considérer que passé 50 ans, on devient triste et moche et qu'on s'arrête de consommer. Ça, c'est des idées reçues. L'image que l'on a des seniors, c'est l'image des grands-parents. Alors que sur un nombre relativement important de marchés, ils sont le marché pour les besoins spécifiques, ou ils sont une part de marché extrêmement importante. Ils ne sont pas un marché à part. Si les seniors consomment autant, c'est qu'ils en ont les moyens. Il y a, semble-t-il, des trésors inestimables dans les bas de laine et les fonds de tiroir. Les seniors possèdent ainsi 75% des portefeuilles boursiers et le tiers du patrimoine national. À 50 ans, ils savent par ailleurs qu'il leur reste encore quelques belles années devant eux. Les femmes vivent en moyenne 84 ans, les hommes, on se demande pourquoi, vivent 5 ans de moins. Les retraités ont donc le temps de prendre le temps. Beaucoup en profitent d'ailleurs pour prendre l'avion. Les retraités sont en effet devenus de grands voyageurs. Ils représentent dans ce secteur près de 30% du marché. Et oui, la retraite, c'est devenu le nouvel âge d'or, l'âge auquel on peut enfin prendre la clé des champs. Les hommes qui préfèrent les blonds devront les garder précieusement. D'après une étude sérieuse menée en Allemagne, les blondes seraient une espèce en voie de raréfaction. Les brunes sont en effet de plus en plus nombreuses. Les teintures n'y sont pour rien. La raison est génétique. Docteur Flessaquier avec Emmanuel Dussard. Être une vraie blonde, ce n'est génétiquement pas simple. En effet, si un parent donne à son enfant le gène qui fabrique les cheveux bruns et l'autre le gène qui fabrique les cheveux blonds, brun plus blond égale brun.
Pour qu'un enfant soit blond, il faut que chacun des parents lui donne le gène qui fabrique les cheveux blonds. Blond plus blond égale blond. Mais le gène des cheveux blonds, déjà peu fréquent, est en train de se raréfier à cause du brassage des populations dans l'Europe du Nord. Un brassage très utile médicalement et génétiquement, car il dilue aussi le risque de certaines maladies génétiques. Et on sait en génétique que lorsqu'une race est trop pure, elle peut aboutir parfois à l'existence de sujets tarés. Le seul inconvénient de ce brassage de population, il n'est pas médical, il est égoïste, masculin et chauvin. En effet, les émules de Marilyn risquent de devenir rares, très rares, trop rares même peut-être. Un télégramme à l'instant, il porte sur l'affaire OM Valenciennes. Une photo attesterait de la présence de Jacques Mélic le 17 juin à Béthune. Or, le député maire adjoint de Béthune affirme avoir rencontré Bernard Tapie à Paris ce jour-là. Voilà, c'est l'information que je viens de recevoir. Sans doute d'autres précisions ce soir au cours du dernier journal. Allez, rêvons ce soir et regardons le ciel à partir de minuit. Les Perséides vont passer, vont filer. Il pleuvra des étoiles. Avant les conseils pour les admirer, l'explication de Philippe Dumez. Les larmes de Saint-Laurent, c'est la grande pluie d'étoiles filantes du mois d'août dans la région de la constellation de Persée. Un spectacle qui promet d'être grandiose si le ciel est clair. Le responsable, les résidus du passage de la comète Swift-Tuttle dans l'orbite de la Terre. Swift-Tuttle est une comète connue depuis plusieurs centaines d'années. C'est entre autres elle qui est responsable des Perséides, donc ces étoiles filantes que l'on va voir ce soir. Elle a été réobservée en 1992. Elle a une période de l'ordre de 135 ans. Et ce qu'on pense, c'est que ce passage récent devrait donner des étoiles filantes beaucoup plus brillantes, beaucoup plus nombreuses qu'à l'habitude. Les observations effectuées en 92 et 93 ont heureusement permis d'affiner les mesures précédentes et sauf nouvelle erreur, Swift-Tuttle ne tombera donc pas sur la Terre en 2126. En revanche, on sait déjà qu'elle apparaîtra comme une très belle comète. À moins qu'elle ne termine sa vie en plusieurs morceaux, comme la comète Shoemaker-Levy, découverte en mars dernier. Une image stupéfiante, désintégrée par la force de gravité de Jupiter, sa vingtaine de noyaux devraient, dans un an, disparaître dans l'atmosphère jovienne. Et comment faire pour admirer ce feu d'artifice naturel? Écoutons Henri Elie. Indispensable, la chaise longue, une nuit d'encre sans nuages et beaucoup de patience. Ne pas oublier couverture et thermos de café. Se mettre dans un endroit bien dégagé, loin de toute lumière parasite, et puis trouver soit un coin de pelouse, soit prendre une couverture sur une terrasse, s'allonger et regarder le ciel avec ses yeux. C'est vraiment le meilleur outil d'observation des étoiles filantes, les yeux, parce que ça permet de voir une très grande partie du ciel en même temps. Et donc de saisir ces fugaces petites traînées qui apparaissent on ne sait où, on ne peut pas déterminer à l'avance exactement l'endroit où apparaîtra l'étoile filante. Des étoiles filantes ou des grains de poussière venus du fin fond du cosmos dans le sillage de la comète Swift-Tuttle. Entre minuit et 4 heures du matin, ce devrait être la période la plus propice pour embrasser la voûte céleste du regard et découvrir cette myriade d'étoiles filantes. Bien sûr, vous aurez toujours quelques amateurs pour vous dire que rien ne vaut un puissant télescope ou une longue vue. Sans aucun doute, les étoiles filantes observées seront grossies plusieurs fois, mais le champ de vision étant réduit, ces astronomes n'en verront qu'une poignée et bien trop rapidement. Mais a priori, ils ne risquent pas d'être frustrés. Sur 100 000 étoiles filantes qui devraient zébrer cette nuit même les cieux, ils en percevront bien quelques-unes. Et si vous n'avez pas le temps d'attraper au vol une étoile filante, suivez Olivier Lenuzza et Frédéric Durand-Drouin. Ils ont un bon tuyau pour pouvoir en acheter. Hergé l'avait imaginé. Mais dans une petite boutique parisienne anodine, on peut non seulement contempler les météorites, mais aussi les toucher. Ce n'est plus un rêve, c'est une réalité, et une réalité lourde. Si, peut-être une petite part de rêve, mais la voir comme ça, on dirait une pierre morte. Pour un néophyte, cela ressemble à un vulgaire caillou, mais pour les spécialistes, ce sont des trésors amassés dans une caverne d'Ali Baba, unique en France, où sont réunis des centaines de spécimens. Toutes ces météorites proviennent de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter.
sont quand même des choses tout à fait extraordinaires. C'est pas le plus banal des cailloux, c'est le caillou de l'espace. C'est une part de rêve, effectivement. C'est pas vraiment beau une météorite, vous voyez, il y a une croûte de fusion, les formes sont complètement ambiguës, obtuses. C'est même pas beau, mais c'est beau dans l'absolu, dans la tête, c'est beau dans la tête, absolument. Chaque année, 500 météorites tombent sur Terre, seule une vingtaine sont retrouvées, essentiellement en Australie, en Arizona et en Namibie. En France, un certificat authentifie la pierre vendue. Garantie supplémentaire, le muséum peut vérifier l'origine des fragments. Enfin, le rêve a un prix. Le gramme de météorite vaut parfois quelques milliers de francs, mais vous pouvez vous offrir pour seulement 50 francs cette gélule remplie de poussière d'étoiles. Vous aurez sans doute besoin d'un guide pour regarder intelligemment le spectacle céleste ce soir. Vous pourrez le trouver dans plusieurs journaux qui vous proposent la carte des étoiles. La voici, elle brille, c'est normal. Elle se trouve dans plusieurs journaux que nous allons vous présenter. Télérama, l'événement du jeudi, Okapi, Télérama Junior et Ciel et Espace. France 2 n'est pas en reste. Claude Sérillon et Hubert Reeves vous présenteront vendredi 13 août à partir de 22h10 la 3e nuit des étoiles filantes. N'oubliez pas ce soir à partir de minuit. Ils sont incorrigibles les Français. Ils n'ont obtenu que la 3e place de l'Amirals Cup, à ne pas confondre avec la Coupe de l'América, mais ils sont contents, très contents. Thierry Clopeau. C'était hier soir à l'arrivée à Plymouth. L'équipe australienne sablait le champagne, persuadée d'avoir remporté cette 19e édition de l'Admirals Cup. Ce matin, retournement de situation. Le champagne, c'est pour l'équipe allemande. Entre-temps, les calculs en temps compensé des différents bateaux ont été révisés. Et c'est donc l'Allemagne qui devance l'Australie pour quelques centièmes de points. La dernière étape, en tout cas la plus difficile, longue de 650 000, le terrible Fastnet, c'est l'équipe de France qui l'a enlevé grâce aux belles performances du 50 pieds Corum Saphir et du tout honneur Corum Ruby. Ici en action, 2e et 3e, juste derrière le 50 pieds britannique. L'équipe de France, tenante du titre de l'édition 91, sauve donc l'honneur avec cette 3e place obtenue à l'arraché. La plus grosse surprise de cette dernière étape, c'est la malchance qui a frappé l'équipe d'Italie, pourtant grande favorite, et qui comptait remporter pour la première fois de son histoire ce championnat du monde de course au large. Le Fastnet irlandais, c'était Vrest des mers et ses vents de 30 nœuds a mis à bas, ici en action, le tout honneur italien La Rouge qui a dématé. Résultat, l'équipe transalpine, pourtant leader avant le Fastnet, a terminé avec seulement un bateau sur 3, ce qui la prive de classement général et d'une victoire qui lui était pourtant promise. Un nouveau télégramme important nous parvient à l'instant de Washington. Les Américains adressent ce soir un avertissement aux Serbes. Ils leur demandent d'évacuer rapidement, je cite le communiqué, 2 hauteurs stratégiques aux abords de Sarajevo, sinon l'OTAN effectuera des raids aériens au-dessus des positions serbes en Bosnie. C'est la première fois que les États-Unis s'expriment de la sorte aussi directement à l'égard des Serbes. Cela intervient 48 heures après la décision de l'OTAN d'intervenir éventuellement en Bosnie. Sachez que les Russes, eux, sont opposés. Sachez aussi que de toute façon, cette intervention de l'OTAN ne peut se faire que si l'ONU le décide, c'est-à-dire le Conseil de sécurité de l'ONU, dont font partie évidemment les membres les plus importants, les États-Unis et la Russie. Nous aurons sans doute d'autres précisions ce soir. Kakou à Marseille, cela veut dire voyou. Kakou, en arrivant un jour à Marseille, s'est demandé s'il devait conserver son nom. Il l'a gardé et ne le regrette pas, nous non plus. Éric Perrin et Jean-Louis Normandin vous le présentent. Alors quoi? C'est vous l'équipe d'Antenne 3? Non, nous c'est France 2. France 2? Oui. Vous venez pour le spectacle des Kakou? Oui, vous êtes attaché de presse? Pourquoi vous n'êtes pas venu avant? Parce que le spectacle va commencer. On se dépêche. Oui, c'est un spectacle comique, voyez, on rigole, voyez, on s'amuse. Ah ouais. Ah bon, vous suivez. Schizophrénie, polymorphie ou multiplication de personnalités, Élie Kakou est atteint d'une drôle de maladie. Attaché de presse, mère juive, curé professeur ou même Nadia Comaneci, il passe son temps à changer d'accent, de costume, à traquer des expressions qui collent à ses personnages. Cocktail, images et son. Repeat after me. It's me. It's me, not to put your hands to the gooch. Repeat after me. Vous voulez pas repeat after me? Mais faut rigoler. C'est un spectacle comique, on rigole. Vous avez payé vos places. Ah ben, faut amortir. On m'a dit un jour qu'on
On avait l'impression que c'était un copain qui faisait un spectacle pour ses copains. Et les gens ont vraiment l'impression que je suis leur copain, que je suis pas un comique comme les autres, que je suis plutôt un ami. Ah, vous n'avez pas payé vos places? Ah, vous êtes invité. Ah bah, raison de plus, faut rigoler. À l'occasion, Eli Kaku se transforme en voyant pour aider une spectatrice qui veut réussir dans la chanson. Il va falloir coucher. Ouh, il va falloir beaucoup coucher. Bah, ça n'a pas l'air de vous déranger en plus. Hein? Non mais ça va marcher. Bah oui, forcément ça va marcher. Je vous vois. Vous êtes là, avec le micro en train de chanter, ça va très bien se passer. Ah non, c'est pas un micro que vous avez à la main. Vous avez fait l'attaché de presse, il a fait. Je sais, j'étais là. Ah bah alors, si vous avez fait l'attaché de presse. Le spectacle est terminé. Et les spectateurs toujours plus nombreux sont à leur tour atteints d'une drôle de maladie, la kakumania. La France l'a adopté depuis fort longtemps, il le sait, et revient souvent nous voir pour chanter Rencontre au soleil entre Gilberto Gil et Sophie Guillou. Marcel Martin. Des plages de Copacabana au trottoir de Nice, il promène le même pas nonchalant sur les chemins de la musique. Gilberto Gil chante son Brésil natal depuis bientôt 30 ans, un Brésil tendre et âpre à la fois. Parfois, il a pris des chemins de traverse, ceux de la politique par exemple. À la chute de la dictature, Gilberto Gil a été élu conseiller municipal de Bahia. Mais malgré son amour de la démocratie, il a jeté l'éponge à la fin de son mandat. La politique, c'est un jeu dur, et j'ai soit peut-être une personne très douce. C'était pour ça que je dis, bon, maintenant j'arrête un peu. Normal, l'homme est avant tout un artiste. Et à 50 ans, maintenant qu'il n'a plus rien à prouver, il vit la musique encore plus intensément que par le passé. La musique était comme un instrument, était comme un moyen pour des autres, pour l'arrivée des autres choses. Maintenant, c'est la musique seule, c'est la musique que moi, la musique que ma intimité, ma vie intime, mon cœur. Sur scène, Gilberto Gil s'est rayonné et brûlé comme le soleil de son pays. Au rythme de sa musique, hier soir, les Niçois ont dansé comme de vrais carioca. À 20h50, Patrice Laffont et Sandrine Dominguez vous présenteront l'émission que vous aimez sur France 2, Fort Boyard. 23h20, Jean-Claude Alanic vous informera et reviendra sur l'avertissement américain adressé ce soir aux Serbes. Demain, 7h50, les 4 vérités avec Daniel Guigou. Dans quelques instants, Laurent Romesco vous dira que demain, le ciel sera gris. Je vous retrouverai demain à 20h en direct de Chamonix avec notre invité, le Premier ministre Édouard Balladur, qui nous recevra dans son chalet. Gérard Morin présentera les nouvelles de Paris. À demain 20h, bonsoir. Donc demain 20h en direct de Chamonix. Bonsoir, bonne soirée sur France 2.